Lors de notre dernière convention annuelle, Yann Lecointre, directeur général du groupe Innoval, a partagé son expertise sur le sujet du management subsidiaire et du bien commun. Bonjour à tous, je suis ici aujourd'hui essentiellement pour vous témoigner de ce que nous vivons dans notre entreprise et de ce que j'ai vécu au cours de ma carrière professionnelle en matière de subsidiarité. Et voilà un mot qui est très très méconnu. Ici, on va le reprendre au sens de la doctrine sociale de l'Église. On ne peut pas enlever aux particuliers, pour les transférer à la communauté, les attributions dont ils sont capables de s'acquitter de leur seule initiative et par leurs propres moyens. Ce serait commettre une injustice. Ce principe s'impose parce que toute personne, toute famille, tout corps intermédiaire a quelque chose d'original à offrir à la communauté. Non seulement il y a une intelligence particulière qui existe en chacun de nous, mais elle n'existe pas qu'en chacun de nous, et cette intelligence permet de créer de l'originalité. Et par conséquent, la conséquence caractéristique de la subsidiarité est la participation, qui est un devoir. Ça, c'est très important parce que vous voyez bien que dans une organisation, à partir du moment où on pense que l'intelligence individuelle et l'intelligence collective existent, nous avons le devoir de la faire s'exprimer au travers de la subsidiarité, mais ceux qui reçoivent cette organisation ont aussi le devoir d'y participer. Mais on peut aussi revenir à des choses plus économiques avec la subsidiarité au travail. Et là, c'est Pierre-Yves Gomez. Et il disait « La subsidiarité invite à retrouver l'énergie et la responsabilité du pouvoir d'agir au bon niveau d'efficience ». Ça veut dire que si vous adoptez un management subsidiaire, vous permettez à tout le monde dans l'entreprise, y compris les ouvriers, y compris les gens qui sont tout en bas de l'échelle, tous ces gens, à un moment donné, sont capables de libérer de l'énergie si on leur donne la capacité d'agir, ce pouvoir d'agir. On la confond, la subsidiarité, avec cette délégation de responsabilité au niveau hiérarchique inférieur. Mais en réalité, on n'est pas dans le ruissellement des responsabilités du haut vers le bas. On est dans une vision de l'entreprise totalement retournée. Il s'agit d'une organisation du travail qui accorde la totalité du pouvoir de décider à l'échelon le plus directement concerné par les conséquences de la décision prise. Avant de dire ce que ça implique, je vais vous présenter la façon dont nous formons, nous, nos collaborateurs, à cette notion de subsidiarité. On a, nous, ce qu'on appelle la théorie du ballon. Alors voilà un ballon que je qualifie, moi, de ballon bureaucratique. C'est solide, rien ne bouge. On est là dans, mettons, un ensemble professionnel dans lequel on a une direction, un encadrement, et puis tous les gens qui sont sur le terrain. Le management que nous proposons de mettre en œuvre, par la subsidiarité et d'autres principes, eh bien, c'est de dire au contraire, on va demander au terrain, on va demander aux ouvriers. La première fois que j'ai mis ça en place, moi, c'était dans une grande usine agroalimentaire à Limoges. Et moi, je leur ai dit, ne laissez pas votre cervelle au vestiaire. Personne de mieux que vous ne sait ce qu'il faut faire dans les ateliers pour que l'ergonomie soit bonne, que vous n'ayez pas mal au dos, que vous ne soyez pas fatigué à la fin de la journée, pour qu'il y ait moins de viande qui tombe par terre sur les lignes de moulage, etc., etc. Et à partir du moment où on leur a dit ça, eh bien, ces gens-là ont commencé à proposer des idées et à les mettre en œuvre. Et alors là, on a l'encadrement qui a dit « Eh, oh, et nous ?» Déjà, on était écrasés par le haut, on va maintenant être écrasés par le bas. Et c'est là où, finalement, la décision d'un management subsidiaire, elle ne peut exister que si elle vient d'en haut dans l'entreprise. En fait, la direction va dire à l'encadrement, écoutez, venez faire des choses que je faisais jusqu'à maintenant. Et alors là, on va se dire, ouais, super, ça fait faire des économies. Et non, parce que notre rôle à nous de dirigeants, il est de projeter l'entreprise. Vous voyez qu'en prenant cette posture de valoriser le potentiel à la fois de cœur, mais aussi le potentiel intellectuel de tous dans l'entreprise, eh bien, on passe d'un ballon complètement crevé et on arrive à un ballon qui n'a plus rien à voir et qui prend de la hauteur. Et l'équipage de ce ballon, généralement, est plutôt souriant. Alors du coup, la subsidiarité qui permet d'accroître le pouvoir d'agir, comme on l'a dit tout à l'heure, du bas vers le haut, elle permet implicitement la transformation de l'organisation. Ça veut dire que nos processus, nous devons être en permanence prêts à les faire évoluer par rapport à une organisation qui elle-même doit être en mouvement permanent. Maintenant, il est absolument capital dans une entreprise qui veut mettre en place de la subsidiarité d'avoir un processus stratégique
parfaitement claires, définies, affichées. Les éléments du processus stratégique, je pense que vous les connaissez tous. Eh bien, on a la raison d'être. Ensuite, il faut avoir un système de valeurs qui doit tenir en 3, 4, 5 mots maximum et qui permet à tout le monde dans l'entreprise de se dire « je vais faire comme ça ». Parce que dans mon entreprise, et parce que j'adhère à ces valeurs, on doit faire comme ça. Ensuite, une fois qu'on sait pourquoi l'entreprise existe, il faut savoir où elle va. Il faut avoir une vision dans l'entreprise. À moyen terme, 3 à 5 ans, on rentre dans la stratégie. Et puis, il faut traduire cette stratégie en action tactique pour pouvoir permettre à tous nos soldats de pouvoir se saisir de cette stratégie et la réaliser. Le goût du travail bien fait dans l'entreprise, c'est la première condition pour réussir une organisation subsidiaire. Et la culture du travail est un tout, une manière de vivre ensemble, en se réalisant individuellement et collectivement par une certaine qualité du travail, dont on peut tirer une fierté. Comment est-ce qu'on fait pour que cette communauté humaine qui exerce dans l'entreprise puisse savoir si le travail est bien fait? Il faut être capable de très bien définir un certain nombre de concepts qui sont les mêmes pour tout le monde et qui finalement relèvent de la stratégie dont j'ai parlé tout à l'heure. Et à partir de ce langage, d'établir des indicateurs qui vont permettre à l'équipe autonome, dans sa participation, de mesurer sa performance. Pour illustrer ça, vous avez là une agence, et vous voyez qu'ils ont un langage qui est de 4 mots. L'orientation client, le développement des activités, la maîtrise des coûts, et puis le bien-être au travail. Et voilà les indicateurs. Cette agence de Béric, pour l'orientation client, elle a choisi d'être en proximité avec les éleveurs. Et elle a fait des actions qui la conduisent à avoir 20 sur 20 sur cet indicateur-là. Une fois qu'on a donc une stratégie, un langage et des indicateurs, eh bien, il faut aussi recueillir l'engagement des salariés, parce que la participation est un devoir. Il est donc nécessaire de recueillir l'engagement collectif et solidaire des acteurs et à ancrer leur action dans le processus stratégique de l'organisation, c'est-à-dire leurs propres propositions pour conduire les actions tactiques adaptées à leur environnement propre. Et on revient à ce que Yves Gomez appelait l'efficience opérationnelle. D'accord ? Et en fait, c'est très simple. On met en place un plan d'action et on leur demande, ensemble, collectivement, de proposer des actions concrètes. Et ce plan d'action, le voilà. On a des axes stratégiques, des actions tactiques. Ils proposent un projet et ils pilotent ce projet sur 6 mois. À partir du 4e mois, ils vont commencer à préparer le plan des 6 mois suivants. À chaque fois, on va amener de la nouveauté, on va amener de la créativité, on va amener de la création de valeur pour l'entreprise. Encore juste, il y a 2 autres grands principes qui sont fondateurs de la doctrine sociale de l'Église. C'est évidemment la solidarité, qui est un principe fondamental pour la mise en place d'un management subsidiaire, évidemment. L'entreprise doit obligatoirement se préparer à faire évoluer son organisation, ça on l'a déjà dit tout à l'heure, mais aussi à former ses salariés, afin de leur donner les moyens de participer. Et donc, en faisant ça, on fait grandir tous nos collaborateurs. Et donc, finalement, la définition du bien commun, c'est l'ensemble des conditions sociales qui permettent tant au groupe qu'à chacun de leurs membres d'atteindre leur perfection d'une manière plus totale et plus aisée, c'est-à-dire permettre l'épanouissement de nos collaborateurs et de nos collègues. L'épanouissement recherché, retenez-le bien, n'est pas seulement celui des personnes, mais c'est aussi celui des groupes. Et j'en ai terminé, je vous remercie. Merci.